On va enchaîner, nous, avec notre dernière heure. Et qui va vous convaincre avec nos éditorialistes ce soir, nos personnalités, 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour vous convaincre. Avec ce soir, Rafik Smati, chef d'entreprise, il va nous dire non, tout n'est pas à jeter dans le bilan de Donald Trump. Stop au bashing, soyons objectifs. Géraldine Mühlmann, professeure en sciences politiques, ne pas laisser la main aux régions dans la vaccination. On a besoin d'un État fort et qui soit directif, dirigiste. Alain Duhamel, éditorialiste politique, Sanofi, perdu, distancé dans la course au vaccin. Sanofi, chronique d'un désastre. Et puis Caroline Dehaas, membre du collectif Nous Toutes, le manque de diversité pointé par une étude dans les grandes écoles françaises, l'entre-soi endémique qu'il faut aujourd'hui, c'est la moindre des choses, réformer. Alors, qui va vous convaincre? C'est parti et on commence avec Rafik Smati. Ça tombe bien, on était aux États-Unis. Donald Trump, on va en reparler. Tout n'est pas à jeter. Pourtant, pour certains, il faut vite tourner la page de Donald Trump. Il suffisait de réécouter Arnold Schwarzenegger. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Gens ratés, pire président, on va l'oublier comme un vieux tweet. 90 secondes pour nous convaincre que tout n'est pas jeté dans les 4 ans de mandat de Donald Trump. Rafik Smati, c'est à vous. Je ne veux pas faire l'éloge de Donald Trump. Fin de mandat calamiteuse, sortie de l'accord de Paris, un personnage assez rustre et malotru. Et il y aurait beaucoup à dire sur sa politique. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que tout n'est pas forcément noir dans son bilan, et notamment d'un point de vue économique. La croissance potentielle, par exemple, qui mesure les fondamentaux économiques. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais elle a augmenté pendant le mandat de Trump alors qu'elle était en baisse constante depuis les années Clinton. Un taux de chômage de 3,5%, qui est un record à la baisse, un taux de pauvreté qui est également très bas, 10% des Américains sous le seuil de pauvreté avant le Covid, évidemment, sachant qu'à titre de comparaison, en France, nous sommes à peu près à 15%. 14. Oui, 14-15. Nous avons une politique aux États-Unis qui a été menée par Trump qui est très pro-business, avec une baisse massive de la fiscalité sur les entreprises, sur les particuliers. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu 500 milliards de dollars de capitaux qui ont été patriés aux États-Unis. Et puis, l'influence économique des États-Unis, les GAFA, personne n'en parlait en 2016 ou presque. Aujourd'hui, elle domine le monde. Alors, il n'y a pas que l'économie, il y a la diplomatie. Donald Trump qui n'a pas engagé son pays dans une seule guerre. Les États-Unis qui ont réussi à faire parler un certain nombre de pays arabes avec Israël, c'est un miracle. Donc on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais tout n'est pas à jeter. Rafik Smati, 90 secondes pour nous convaincre que tout n'est pas à jeter, qu'il y a du bon à garder chez Donald Trump. Place au débat. Caroline Dehaas qui ouvre des grands yeux. Alors, il y en a qui séparent l'homme de l'artiste. Là, vous essayez de séparer Trump de Trump, ça va pas être possible en fait. C'est-à-dire que Donald Trump, il a fait tellement de choses absolument affreuse, horrible, par ailleurs illégale, que expliquer qu'il avait des résultats positifs, je pense que c'est dangereux en fait, parce que ça donne le sentiment qu'on pourrait prendre une partie du bilan de Donald Trump et puis considérer qu'au final, il y a du bon, il y a du mauvais et faire un équilibre. Je rappelle que Donald Trump, il est accusé par 26 femmes de violences sexuelles, par 26 femmes. Je rappelle qu'il a dit des immigrants mexicains qu'ils étaient tous des violeurs. Je rappelle qu'il est pour la peine de mort, qu'il a coupé 3 jours après son arrivée les financements d'un certain nombre de toutes les associations dans le monde qui étaient financées par des financements américains, toutes les associations qui étaient favorables au droit à l'avortement. Vous savez la conséquence de ça? C'est qu'il y a des associations qui ont arrêté de pratiquer des avortements dans certains pays du monde, et donc il y a des femmes qui sont mortes en fait d'avortements clandestins, par simplement une décision de Donald Trump. Et donc quand on est à ce niveau en fait de gravité dans les politiques qui sont mises en place, moi ça me gêne. Je veux dire, il y a plein d'hommes politiques dans le monde dont on dirait pas, ils ont fait des trucs horribles, mais bon, ils ont eu un bon bilan économique. Je pense qu'on peut pas le dire de certains hommes politiques du passé, on peut pas le dire de Donald Trump non plus. Sauf tout ce que vous venez de dire est absolument vrai. Sauf qu'en réalité, nous ne sommes pas américains.
Ce sont les Américains qui jugent Donald Trump. Aujourd'hui, vous avez plus de 70 millions d'Américains qui l'ont soutenu. Et pour une grande partie de la classe moyenne américaine, il faut le reconnaître. En hausse, d'ailleurs. Ah oui, absolument. Et pour une grande partie de la classe moyenne américaine, pour une grande partie des entreprises américaines, les voyants sont au vert. Rarement, dans l'histoire de ces 60 dernières années, l'influence des États-Unis dans le monde, d'un point de vue économique, n'aura été aussi importante. Rarement. Et donc, finalement, on peut reconnaître que certains Américains soient satisfaits du bilan de leur président. Alors, Géraldine Humann, autant qu'on a un débat un petit peu écourté avec la prise de parole de Joe Biden. Géraldine Humann, à la Gomez. Vous avez bien fait de rappeler tout ce que vous avez rappelé. Mais cela dit, à la différence de vous, je pense que si on ne s'attaque pas au sujet plus positif que certains défendent de Donald Trump, si on ne va pas sur leur terrain, ça séduit beaucoup, ça rend Trump encore séduisant. Donc je crois qu'il faut quand même répondre. Alors sur le plan économique, vous avez raison pour la baisse du chômage. J'aurais envie de vous dire, l'héritage qu'il laisse, c'est le vieil héritage républicain. De la baisse des impôts, de la baisse des taxes, etc. Et c'est pas Trump là-dessus, c'est vraiment le côté Reagan, une politique, y compris favorisant à la Cour suprême des gens anti-droits syndicaux, enfin une politique, mais qui a fait ses preuves sur le plan de l'emploi et de la croissance. Donc Trump ou un autre républicain ça aurait été la même chose. Mais attention, de manière non, parce que George Bush ne menait pas cette politique, par exemple. Il n'a pas été aussi offensif sur la politique de l'autre. Donc on peut pas le comparer. Le fait qu'il détricote l'État-providence que commençait à faire Obama est typique. Oui, mais la pauvreté a baissé. Ce qui n'est pas typique des républicains, c'est le protectionnisme. Ce qui n'est pas typique des républicains, c'est le protectionnisme. Ça, c'est la marque Trump. Mais par ailleurs, cette croissance dont vous parlez, il faut quand même le dire. Si vous prenez les États où beaucoup d'ouvriers qui votaient anciennement démocrates ont voté Trump parce qu'ils étaient désespérés, la désindustrialisation du Michigan, par exemple, eh bien, il les a déçus. Il n'a pas réindustrialisé le Michigan. Les points forts de l'économie américaine sont à l'ouest et c'est pas du tout dans ces zones-là. Et ces zones-là, elles vont toujours aussi mal. Et il faut le dire parce que c'est à ces électeurs-là qu'il parlait. Et il a échoué là-dessus très gravement. Problème sur l'industrie, vous avez parfaitement raison de le mentionner, mais grosse victoire sur l'agriculture où une partie des États-Unis a réacquis son indépendance énergétique. Donc, c'est pour ça que je dis que tout n'est pas à jeter. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de Trump, il ne s'agit pas de dire qu'il a été un grand président, c'est pas ce que je pense. Il faut être objectif. Mais il faut être objectif, il faut dire les choses. Et si nous voulons combattre les populismes, si nous voulons ne pas être radicalisés dans une posture, il faut simplement dire les choses. Mais attendez, qui est radicalisé? Donald Trump soutient des suprémacistes. Donald Trump soutient des suprémacistes blancs, c'est-à-dire des personnes qui militent pour la suprématie de la race, qu'ils disent blanche, sur le reste du monde. C'est-à-dire que qui est radicalisé? C'est Donald Trump. C'est-à-dire qu'il soutient en fait des néo-nazis, quoi, tout simplement. Oui, mais vous avez 70 millions d'Américains à réconcilier. Et ça, c'est un enjeu majeur. Mais c'est pas en leur disant que c'est un mec bien, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est en disant les choses justement. Quand il y a quelque chose, rendre à César ce qui appartient à César. Quand il y a quelque chose de juste, il faut le dire. Quand il y a des choses qui sont abominables, il faut le dire aussi. Jusqu'où on va, être juste. Jusqu'où on va? On va à la vérité. Alors, c'est tout. Bush, à mes yeux, il a un seul point positif, c'est qu'il a mené une politique pro-entreprise cohérente selon ses critères à lui, et qui a fonctionné. Pour le reste, c'est une catastrophe. Bush, vous voulez dire? Pardon? Trump. Parce qu'on a parlé de Bush avant. Donc oui. Pour le reste, c'est une catastrophe historique. C'est une catastrophe historique. D'abord, il a donné de la vie politique, de la vie sociale, une image qui n'est au-delà de la caricature, qui est une image effrayante, qui est une image, qui est une image. Attendez, je peux continuer. Je vous en prie. Une image dégradante. Ensuite, vous parliez de son rôle international. Son rôle international, ça a également constitué à, d'une part, s'en prendre à ses alliés traditionnels de façon non seulement blessante, mais inquiétante. Et d'autre part, sur le plan des échanges commerciaux, il s'est engagé dans une forme de guerre, qui n'est pas une guerre militaire, mais qui est une guerre quand même, qui a contribué énormément à désorganiser les échanges commerciaux internationaux. D'ailleurs, il s'en est pris à toutes les institutions possibles, à commencer par l'Organisation mondiale du commerce. C'est quand même lui qui l'a attaqué. Autrement dit, je dirais que c'est un bilan négatif, pour être objectif, comme vous dites, à 90%. Alors, puisque vous avez et l'un et les autres terminés, on va voir si vous avez été quand même convaincu. Impression par ce qu'a dit Rafik Smati, c'est l'heure du jugement. Tout n'est pas jeté chez Trump. Convaincu ou pas convaincu? Géraldine Neumann.
Je trouve qu'il a dit des choses factuellement justes, hein, mais très très partielles. Alors, et finalement partiales, au bout du compte. Pas Mais convaincu. si vous vouliez Attendez, Rafik. Tout n'est pas à jeter. Pas convaincu. Pas convaincu. Ouais, moyennement. Pas convaincu. Mais quand C'est même, rouge je ou vert. salue Et non, les c'est rouge ou vert. factuels. Pas convaincu. Vert. Pas Géraldine, Non, je suis pas convaincue. pas convaincu. Caroline Pas Dehaze. convaincu. Trump, poubelle, terminé. Comme un vieux tweet. Ouais, mais vous pouvez pas dire ça aux Américains. Alain Duhamel. Je trouve que vous avez exprimé avec talent un jugement que je ne partage pas du tout. Pas convaincu non plus. Ouais, comme Trump, vous avez fait l'unanimité contre vous, finalement, là, dans cette première Non, on a un intervention. point commun, on est- Rafik Smati. On est chefs d'entreprise tous les deux, donc c'est peut-être ce qui nous réunit. Dans cette phase de vaccination critiquée pour sa lenteur, les présidents de région donnent de la voix. Ils appellent à s'appuyer sur leur logistique et savoir-faire pour vacciner vite contre le Covid. Ça va être dans un instant la tâche de Géraldine Neumann de nous convaincre qu'il faut plutôt un État fort que des présidents de région alertes. Mais on réécoute Hervé Morin, président de la région Normandie. Je ne comprends pas pourquoi on veut bâtir un modèle bureaucratique extrêmement compliqué avec une indigence de moyens, quand on pourrait tout simplement faire appel aux collectivités. Avec les mairies, nous avons l'ensemble des locaux nécessaires. Les salles des fêtes, les gymnases, les lycées. Et puis moi, président de région, j'ai les bus. Je transporte des dizaines de milliers d'enfants tous les matins avec des milliers de bus. Ces bus, je peux tout à fait les mettre à disposition pour faire en sorte que les personnes âgées puissent, par exemple, se rendre à des lieux de vaccination. Est-ce qu'on est su faire sur les masques? On pourrait le faire aussi pour les vaccins. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais on y arriverait aussi. Alors, pas de région, mais un État fort et directif. Il va falloir nous convaincre. 90 secondes données à Géraldine On Mühlmann. peut dire que votre lancement est légèrement caricatural. Pas du tout. C'est pas mon genre. Allez-y. En fait, je voudrais vous soumettre une hypothèse intellectuelle. C'est-à-dire que comment vous dire, il y a évidemment des problèmes logistiques qui font... Et je suis étonnée que l'essentiel des théories et des commentaires soit... c'est le problème de la bureaucratie jacobine, centralisée, étatiste à la française. Et c'est pour ça que ça légitime des interventions locales, des engagements comme on vient d'en entendre. Et je me demande, moi qui suis plutôt d'ailleurs dans ce camp habituellement, philosophiquement, je pense qu'il faut faire attention à l'emprise de l'État centralisateur sur la société. C'est plutôt ça mon truc. Je ne suis pas d'une sensibilité étatiste à tout craint, pas du tout. Mais je me demande si intellectuellement, on ne devrait pas se demander, on ne devrait pas envisager que ce soit le contraire. C'est-à-dire que nous avons cassé un outil pendant peut-être 40 ans. La décentralisation, elle a eu du bon, elle a peut-être eu aussi du mauvais. Nous avons un feuilletage particulièrement inefficace et mal coordonné. Et quant aux administrations centrales, j'ai été frappée de voir d'abord qu'on ne les utilise pas, réflexe normalement en situation de crise. Regardez l'armée qui est quand même le champion national, mais peut-être même international de la logistique, on ne l'a jamais mobilisé. Et je voudrais rappeler que nous étions, nous, en France, ceux qui avons inventé l'État. Et l'État qui fonctionne, la bureaucratie qui fonctionne. Je rappelle que Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, C'est fini. français, a inventé l'État. Et donc je suis un peu étonnée, voilà, je suis un peu étonnée qu'on n'ait que la lecture dans l'autre sens. Alain Duhamel. Moi, je suis assez dans une situation comme celle de la crise du Covid en faveur d'un État qui exerce les responsabilités. De toute façon, il sera le responsable, donc autant qu'il soit l'acteur. Il se trouve que en France, l'organisation qui existe et que de toute façon, on ne peut pas modifier en un clin d'œil ni même en une année. Elle est multiséculaire. L'organisation fait que on a un système, effectivement, qui est un système jacobin. Mais qui ne marche plus bien. Peut-être qu'on l'a trop asséché, Alain, depuis tellement de décennies. Je ne dis pas le contraire. Mais l'idée selon laquelle ceux qui sont les responsables doivent être ceux qui prennent les décisions, ça me paraît raisonnable. Et pour prendre un seul exemple, en ce qui concerne les achats de vaccins, heureusement que ça n'est pas chaque région et chaque grande ville qui en est chargée. D'abord, on voit très bien les polémiques énormes que ça suscite en ce moment, par exemple en Allemagne ou en Italie, qui eux ont un système régional presque, et dans un cas et fédéral dans l'autre. Donc on voit à contrario ce que ça serait. Et si on arrive à avoir, ce qui est apparemment le cas, un approvisionnement qui permet d'atteindre des objectifs, eh ben je trouve que c'est à l'État de le faire. Un État fort plutôt que le pouvoir local.
Donc, Caroline de Haas. Je suis assez d'accord avec Alain. Et donc avec moi, j'ai l'impression tout à un petit fait. peu, non ouais. Ce que je C'est trouve pas absolument la même chose. Quand même. ce que je trouve, intéressant, c'est qu'il manque quand même l'aspect coordination. C'est-à-dire qu'on peut avoir un État fort, un État qui pilote des politiques publiques, qui est stratège, qui donne des grandes directions, etc., et qui s'appuie sur les collectivités territoriales. Et c'est vrai que moi, ce que j'observe quand on va dans un département ou dans une région, c'est que parfois, il y a un manque de coordination des politiques locales entre l'échelon politique, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, et on se rend compte que les trois versants de la fonction publique ne vont pas forcément apprendre à travailler ensemble. Alors ça bouge. Il y a des transferts, par exemple, il y a des mobilités. Le fait que les agents puissent bouger d'une fonction publique à l'autre, ça crée du lien entre les fonctions publiques. Mais moi, c'est plus ça que j'ai entendu dans la prise de parole d'Hervé Morin. C'est cet aspect manque de coordination à la fois locale et nationale, plutôt que absence d'un État fort. J'ai pas l'impression qu'Hervé Morin dise qu'il faut pas d'État fort dans une période de crise Covid. D'ailleurs, personne ne le dit. Même Alain Duhamel dit qu'il faut un État fort. Donc c'est quand même, on va très loin là, vous voyez. Même moi, je le dis, c'est tout dire. Hervé Morin dit plutôt qu'il faut des présidents de région populaire. Ouais. Rafik Smati, un État fort. Les mots ont leur importance, parce que si un État fort, ça veut dire un État lourd, ventripotent, qui se mêle de tout sauf de l'essentiel, un État qui est à la main sur 1300 agences, qui pompe 62% de la richesse nationale et qui fait de la France le premier pays du monde en termes de prélèvements obligatoires, si c'est ça l'État fort, la réponse est non. Et vous aurez du mal à me convaincre. En revanche, j'accepte l'idée d'un exercice intellectuel. Si vous me dites, si vous parlez d'un État fort comme étant d'un État qui se concentre sur l'essentiel, qui est agile, qui est efficace et qui sait se reposer sur les forces vives de la nation, sous-entendu non pas plus d'État, mais mieux d'État, si c'est ça votre thèse, je m'y rejoins. Donc je dis qu'il y a un manque. Aujourd'hui, on accuse le trop d'État, et je me demande s'il ne faudrait pas s'interroger sur le manque d'État. 40 ans après, un certain nombre de politiques le mieux qui ont d'État, asséché oui. l'État incroyablement. Le mieux d'État, oui, évidemment. Le mieux d'État, oui, mais le manque d'État, c'est pas possible. La France est le pays le plus étatisé du monde. Et en étant le plus étatisé... Ça l'était. Mais vous voyez, on est le plus étatisé du monde. C'est peut-être moins et mieux. Et en étant le plus étatisé du monde, on est incapable, enfin on le voit sous nos yeux, on est incapable de délivrer sur les vaccins, on est incapable de délivrer sur les masques, mais on est incapable de former nos enfants, de leur apprendre les mathématiques, etc. Donc c'est pas plus d'État, c'est plus de muscles et moins de gras. Donc c'est mieux d'État. Alors, on y va pour le jugement, s'il vous plaît, voir si vous êtes d'accord avec Géraldine Humann, si elle vous a convaincu ou pas. Puisque vous aviez la main chaude, si je puis dire. Rafik Smati convaincu ou pas? J'aurais voulu l'être si elle avait dit mieux d'État. Si elle avait mieux parlé. Si la fille avait mieux parlé, elle aurait été d'accord avec moi. Mais plus d'État... Non, c'est pas ça. Mais plus d'État, je peux pas. Pas convaincu, Rafik Smati. Alain Duhamel. Je suis à moitié convaincu dans la mesure où... Il n'y a pas de moitié, je sais pas. Si. Je sais que c'est le centriste qui parle, attendez, mais je suis... Non, vous vous trompez, c'est le normand. Ah oui, voilà. Oui, les Normands, c'est ni oui ni non. Bon, voilà, c'est ça. je peux pas. Je suis normand, j'assume. Je peux pas. Bon, alors disons que je suis d'accord à 51%. D'accord. Un petit verre pour Géraldine Mühlmann, Caroline de Haas. Oui, je suis d'accord. Il faut plus d'État. Et mieux d'État. Mais plus quand même. Mieux d'État et moins d'État. Dans un instant, suite de nos discussions avec Alain Duhamel, perdu, distancé, Sanofi, chronique d'un désastre en ce qui concerne le vaccin. Et puis nous donnerons la parole à Caroline de Haas pour regarder cette étude sur l'endogamie, ou plutôt sur la reproduction des élites dans les grandes écoles françaises. Il faut que ça cesse. À tout de suite dans 120% News. Et qui va vous convaincre ? Qui va vous convaincre? Suite, nous sommes en direct jusqu'à 21h. Vos 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono. Pour convaincre, on va écouter nos 2 autres débatteurs. Et on va donner la parole à Alain Duhamel, Sanofi, entreprise pharmaceutique française. Le vaccin, on l'attend toujours. Les tests en phase 2 ne sont pas suffisamment concluants. Sanofi, distancé, un désastre à la française, va nous expliquer Alain Duhamel. Mais d'abord, si vous êtes inquiet, en revanche, Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée à l'industrie, elle, ne l'est pas. Il y a un vaccin français qui arrivera plus tardivement. Il arrivera au mois de juillet et c'est une protéine recombinante. Ça ne se développe pas à la même vitesse qu'un ARN. Il y a un décalage de quelques mois. Il arrivera donc au 4e trimestre de l'année, mais ça sera l'un des 10 premiers vaccins sur les 250 plateformes vaccinales sur lesquelles le monde entier travaille.
Alain Duhamel, Sanofi, un désastre français, 90 secondes pour nous convaincre. Ben, je ne suis pas souvent d'accord avec François Ruffin, le Fouquier-Tinville des Insoumis, mais à propos de Sanofi, je dois dire qu'après l'avoir écouté aujourd'hui, je ne suis pas très loin de penser la même chose que lui. D'abord parce que on a avec Sanofi un des plus puissants laboratoires au monde. On est dans un pays, tout le monde le sait, qui dans ce domaine a une solide tradition et avait une solide réputation. Et on s'aperçoit que les États-Unis ont leur vaccin, c'est normal. La Chine a son vaccin, c'est inévitable. La Russie a son vaccin, ça peut être dangereux. Mais que nous, on n'a pas de vaccin et que des pays de même taille que le nôtre, les Britanniques, les Allemands ont leur vaccin. Donc je considère que c'est déjà au départ en soi un échec et une humiliation. Mais je dirais qu'il y a quelque chose d'encore pire à mes yeux, c'est que au moment même où il y a cet échec, ce déclassement scientifique, à ce moment-là, c'est Sanofi décide de réduire leur recherche-développement et le nombre de ces chercheurs, comme ils ne cessent de le faire en France depuis des années. Alors moi, je considère que les chefs d'entreprise ont le droit de mener leur entreprise, qu'ils peuvent décider, s'ils le veulent, de changer de priorité. Mais d'abord, je trouve que le symbole est plus que fâcheux et la simultanéité est terriblement choquante. Et quand je vois que le gouvernement est intervenu à propos de Carrefour alors que ce n'était pas évident et qui veut renationaliser et réindustrialiser, il me semble qu'il a quelque chose à dire à Sanofi. Sanofi, un désastre d'État, un désastre français, convaincu ou pas? Ah mais moi je suis convaincue par tout ce que vous avez dit de Sanofi. D'accord, mais débat, place au ce débat. qui ne va pas, c'est le à la française, car en vérité, et je trouve qu'il faudrait quand même le dire clairement, Sanofi n'est absolument pas aujourd'hui une entreprise française, ni du point de vue du nombre d'employés, ni du point de vue de l'actionnariat. 88% d'actionnaires publics, mais 14% l'État français ou du public français. Il n'y a que 14% du capital. Et quant aux employés... Justement, ce qui donne à l'État, en tout cas s'il le veut, une raison d'intervenir. Donc à partir du moment où on est dans un capital, on a quand même le droit de s'exprimer. Il n'est pas assez fort, hélas, pour intervenir. Et donc 100 000 employés dans 100 pays différents. Et d'ailleurs, on l'a bien vu que ce n'est pas une entreprise française. En mai 2020... Qu'a dit le patron de Sanofi? Il a dit aux Américains, bien sûr, nous vous gardons les vaccins. Et on a dû lui rappeler que, bon, sans doute a-t-il fait cela pour précipiter la demande, mais enfin, il n'a absolument pas agi comme un entrepreneur français. Ce n'est pas une entreprise française. Et c'est peut-être ça le problème auquel nous devons réfléchir, mais ce n'est pas ça l'angle. Eh bien, c'est une entreprise française qui ne se comporte pas comme une entreprise française. C'est une entreprise française qui échoue à un moment essentiel et spectaculaire. C'est une entreprise française qui prend des décisions, celles qui viennent d'être prises, qui sont contraires à tout ce qu'on a envie de croire et d'essayer de faire. Réindustrialiser, beaucoup de gens considèrent que c'est nécessaire, en tout cas j'en fais partie, renationaliser, réimplanter en France un certain nombre de choses. Mais ils n'ont rien à dire, ces gens, sur une entreprise de ce genre. Ils ne l'ont pas fait et il faut le dire. Alors maintenant, la question de savoir si l'actionnariat est français ou international, on sait bien que l'actionnariat des grandes entreprises françaises est aujourd'hui international. Il ne faut pas se tromper. Et ce dont on manque totalement, c'est d'actionnaires français et de Français ayant envie de devenir des actionnaires. Le débat continue. Sanofi, désastre français. D'abord, l'État, il a aussi d'autres moyens de pression sur Sanofi. Je rappelle qu'il a quand même donné un chèque de plus de 100 millions d'euros à Sanofi de crédit d'impôt compétitivité emploi. Absolument. Donc, le CICE, qui, je rappelle par ailleurs, d'un point de vue d'efficacité en termes de création de l'emploi, Sanofi reçoit 100 millions d'euros, supprime plus de 1000 emplois, je crois que c'est 1700 emplois au total, dont une bonne partie dans la recherche. Plus l'aide recherche-développement. Tout à fait. Donc il y a une aide très importante qui est donnée par l'État et qui devrait lui donner les moyens en fait de faire pression sur Sanofi et notamment, alors on peut se dire que maintenant c'est peut-être un peu tard parce que je veux dire une fois que depuis des années, puis surtout que depuis des années ils ont affaibli leur service de recherche. En fait, on en paye les pots cassés aujourd'hui. Mais résultat, peut-être se poser la question qu'en période de crise, on a peut-être besoin d'industrie nationale. Peut-être qu'il faudrait reposer la question de la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises qui sont indispensables en période de crise à la protection des citoyens et des citoyennes et au développement de l'industrie. Peut-être. Je ne vois pas très bien en quoi le fait de nationaliser ou de renationaliser ce. Peut-être que l'État aurait pas fait ses choix. Rafik Smati, Sanofi désastre. Mais attendez, je réponds quand même. Autrement, ça serait discourtois. Bon. Sanofi s'est comporté comme, en l'occurrence, une caricature.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le nationaliser, ça veut dire que l'État dispose d'instruments parfaitement légaux et d'une puissance ne serait-ce que par l'actionnariat. Et donc, c'est à l'État de faire ce que l'État a à faire. Et autant je trouve que dans Carrefour, il se mêle de ce qui ne le regarde pas, autant je trouve que dans Sanofi, il ne s'occupe pas de ce qui le regarde. Rafik Smati, Sanofi, désastre français. Est-ce que Sanofi est un désastre français? La réponse est oui, évidemment. C'est impossible de dire le contraire. En revanche, je diffère sur le raisonnement. D'abord, sur le CICE, pardon, mais ce n'est pas un cadeau, le CICE. Le CICE, c'est juste que des entreprises payent moins d'impôts et de charges. Non, on reçoit un chèque. C'est pas le débat sur le CICE. Non, pas du tout. Ah bah, Donc, moi, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, non, pas depuis 2017, pas depuis 2018. Ensuite, sur ce qui est du raisonnement que vous poursuivez sur la mainmise de l'État, moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est quand l'État met la main sur une entreprise. Parce que dans tous les boards où se trouve l'État, dans tous les conseils d'administration où se trouve l'État aujourd'hui, il est très mauvais, il est un piteux actionnaire. Je vais vous dire quelque chose, et ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être choquer une grande partie de nos téléspectateurs, mais moi, ce qui se passe avec Sanofi, alors ça me touche, ça m'agace, en particulier pour ceux qui vont être licenciés, qui vont être sur le carreau, mais fondamentalement, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une entreprise qui a pris son risque, qui a échoué. Les actionnaires vont peut-être le payer l'année prochaine, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Sanofi. Ce qui m'intéresse, c'est que tous les Français aient accès au vaccin, qu'ils soient Pfizer, Moderna ou Sanofi. Et puis, admettons également une chose, c'est que le marché des laboratoires pharmaceutiques est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a besoin d'agilité, on a besoin de start-up. C'est pas un hasard si Pfizer est allé avec une start-up. Donc, il faut savoir se remettre en cause et peut-être tout simplement que Sanofi n'a pas. On a aussi besoin de grandes entreprises fortes qui existent sur le plan international. Et nous en avons en France. Mais bien sûr. Mon cher Alain Duhamel, nous allons voir si ceux qui ont débattu avec vous ont été convaincus. Géraldine Mulman, Sanofi, désastre français, convaincu ou pas? Désastre, mais français, j'ai des doutes, franchement, il y a plus d'Américains et d'Allemands au board, comme vous dites, au conseil d'administration. Convaincu, pas convaincu? Mais quand même, le désastre, je suis d'accord. Convaincu. Rafik Smati. Convaincu sur le titre, oui, évidemment. Pas sur le raisonnement, on en a parlé, mais oui, c'est un désastre. Même si Sanofi gagne encore beaucoup d'argent, mais tant pis, on voit bien ce que vous vouliez dire. Caroline Dehaas. Moi, je suis convaincue par Alain Duhamel, qui est convaincu par François Ruffin. C'est un verre aussi pour Caroline Dehaas. 3 verres, vous avez convaincu, mon cher, sur le désastre Sanofi qui doit faire réfléchir. Et on va terminer avec Caroline Dehaas qui veut supprimer les grandes écoles françaises. Sciences Po, ENA, École normale supérieure, Polytechnique, HEC. Pourquoi? Elle va vous l'expliquer. Parce qu'il y a une étude comme quoi depuis 10 ans, la mixité et la diversité sociale, ça n'a pas changé. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, appelé de ses voeux il y a quelques semaines à la révolution sur l'égalité des chances lors d'une rencontre avec des jeunes à Clermont-Ferrand. Il y a tout un champ que nous allons maintenant aussi déployer, celui de l'accès à l'enseignement supérieur, aux grandes écoles, aux grands concours de la fonction publique. On doit avoir beaucoup plus de boursiers, on doit avoir beaucoup plus de jeunes qui viennent de quartiers pauvres ou en difficulté, on doit avoir beaucoup plus de mixité sociale. Et donc dans les prochaines semaines, sur ce sujet aussi, nous devrons mener une petite révolution. Si c'est pour rester dans l'entre-soi endémique sans mixité, supprimons les grandes écoles. 90 secondes pour convaincre. Caroline Dehaas. Alors en effet, je pense que le système des grandes écoles aujourd'hui est dépassé et qu'il faut en changer. D'abord, c'est un système qui est illisible. C'est-à-dire que quand on regarde par rapport à d'autres voisins européens, la différence entre université et grandes écoles n'est pas du tout compréhensible quand on veut aller notamment étudier à l'étranger ou travailler à l'étranger. La deuxième raison, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec cette étude, c'est que c'est un système qui est profondément inégal. Inégal puisqu'il y a 36% de fils d'ouvriers et de personnes sans emploi dans la population. Ils sont que 10% dans les grandes écoles, 5% dans les plus élitistes. Et c'est pas étonnant. D'abord, elles recrutent dans des lycées qui sont déjà extrêmement favorisés. Donc en fait, dès la seconde, le tri social se fait. La deuxième raison, c'est que le concours contient des biais sociaux. On ne va pas de la même manière à un concours quand on est fils de cadre sup que quand on est fils d'ouvrier ou fille d'ouvrier. Et puis le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant en classe préparatoire ou un étudiant en grande école
coûte 2 à 3 fois plus cher à l'État qu'un étudiant à l'université. Donc l'investissement sur les étudiants, il creuse encore plus ces inégalités. Donc un système illisible, un système inégal et puis surtout un système inefficace. Je veux dire, comment on peut penser qu'un pays peut être dirigé par des élites qui se ressemblent toutes, qui sont toutes issues des mêmes milieux, qui parlent de la même manière? Ça n'a aucun sens. À l'heure où toutes les entreprises disent qu'il faut faire de la mixité des parcours, mixité des points de vue, nous on est en train de continuer à conditionner des lignes dans lesquelles, des couloirs dans lesquels les jeunes rentrent et desquels ils ne peuvent pas sortir. Alors la solution, ça serait, je pense, d'intégrer les grandes écoles dans les universités pour faire un système unique dans lequel l'argent soit réparti de manière égale entre toutes et tous. Supprimons les grandes écoles si on n'arrive pas à les réformer. Rafik Smati, place au débat. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que je suis le contre-exemple de ce que décrit Madame. C'est que je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Au brevet des collèges, j'ai passé mon brevet avec un passeport, avec une carte d'identité algérienne. J'ai passé mon bac avec une carte d'identité française parce que j'ai été naturalisé. J'ai fait une classe prépa. Je me suis battu. Le conseiller d'orientation voulait m'envoyer dans des filières techniques. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une grande école de commerce. Je suis passé par Centrale Paris et j'ai créé ma boîte. Donc, je suis l'antithèse de ce que vous décrivez. En revanche, le phénomène d'endogamie dont vous parlez, parce que je ne veux pas faire de ma personne une généralité, le phénomène dont vous parlez est une réalité. Et c'est un fait. Et il faut absolument se battre de toutes nos forces pour que nos jeunes... Mais le modèle est dépassé des grandes écoles aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Caroline Haas. Non, l'étude le montre, France, 10 ans sans mixité, sans mixité sociale, mixité de génération, de profil. Attention à ne pas se tromper de combat. Le combat, c'est la mixité. Le combat, ce ne sont pas les grandes écoles. Les grandes écoles qui sont des machines à produire des élites, une nation a besoin d'une élite. Et Polytechnique, qui existe depuis plus de 200 ans, apporte énormément à notre pays. Elle a besoin d'une élite à l'image de son pays. Ces grandes écoles ne savent pas faire ça. Oui, mais c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Mais je vais vous dire. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un vrai travail d'évangélisation qu'il faut faire, et notamment au niveau de notre jeunesse. Moi, je reçois plein de jeunes qui. C'est Trump qui vous. Non, je vais vous dire. Je ne suis pas trumpiste et vous le savez. Mais moi, je reçois plein de jeunes dans mon bureau. Ils me disent, mais moi, je suis informaticien, j'ai envie de faire de grandes études, mais c'est pas fait pour moi. Moi, je leur dis, mais si, c'est fait pour toi. Mais si tu y crois, il n'y a pas de raison que tu vas y aller et tu vas te battre. Il faut leur donner confiance. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas croisé votre route. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? Eh bien, nous utilisons la tribune qui est la nôtre aujourd'hui pour leur dire, battez-vous, vous pouvez y arriver. Alain Duhamel. Vous pouvez faire partie de l'élite. Alors, est-ce qu'on supprime ces grandes écoles? Moi, je suis tout à fait d'accord sur un point et pas du tout sur l'autre. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la mixité sociale est totalement raté, et bien qu'il y ait des efforts qui ont été faits depuis 10 ans, ces efforts n'ont foncièrement rien changé. C'est vrai qu'il y a la composition sociale de ceux qui entrent dans les grandes écoles est totalement déséquilibrée et ne s'est pas du tout améliorée depuis 10 ans alors qu'on a essayé. Donc, effectivement, c'est un vrai grand problème et qui pose un tas de questions parce que trop souvent, on croit que ce problème se pose à la fin du baccalauréat. C'est quelque chose qu'il faut prendre bien avant dans un cursus. Et si on veut essayer de trouver vraiment une solution de fond, je ne sais pas si, comme le disent certains, il faut commencer à 3 ans, mais en tout cas, il faut commencer très très tôt. Et c'est là qu'il y a un très grand effort à faire. Je reconnais que la France a eu longtemps un modèle social qui permettait une ascension qui était lente quand même, mais qui existait, et que cette ascension en ce moment est bloquée. Mais alors le problème, c'est que... Non, mais attendez, j'ai pas fini parce que ça, c'est le côté « je suis d'accord ». Mais est-ce que la solution, c'est de dire « donc on supprime les grandes écoles » Là, je dis « je ne suis pas d'accord ». D'abord parce que quand on dit les grandes écoles, c'est aujourd'hui, elles sont extrêmement nombreuses et elles sont extrêmement différentes à tout point de vue, de culture, de recrutement, elles sont vraiment très différentes. D'autre part, au fond, les grandes écoles, alors on peut en discuter, hein, je ne dis pas le contraire, mais les grandes écoles jouent en France le rôle que jouent dans d'autres pays les meilleurs des universités. C'est facile à dire, mais Oxford, Cambridge, etc., à Londres, il y a 3 ou 4 très grandes universités qui jouent le rôle des grandes écoles. Et les grandes écoles françaises ont des effectifs qui augmente. Malheureusement, on est quand même en deçà d'eux en termes de mixité. Mais, oui, non, mais je suis d'accord. Je suis pas en train de dire que on a réussi la mixité. Je dis le contraire. Géraldine Mühlmann, le débat continue. On supprime les grandes écoles ou pas? Vous êtes prof à Sciences Po? Non, je ne suis pas du tout prof à Sciences Po, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Mais c'est très bien d'être prof à Sciences Po. Parfait. Oui, non, mais il se trouve que voilà, j'ai été enseignante à Sciences Po dans le passé, mais là, je suis en poste dans une université, justement, qui est Paris 2. Alors, on supprime les grandes écoles?
Non, je ne crois pas. Je crois en revanche que, vous savez, je m'inquiète, le sujet que vous évoquez m'inquiète tellement qu'en fait, maintenant, je m'inquiète pour l'université. Parce que vous savez, quand vous dites qu'il y a des biais avec les concours, des biais sociaux, mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas de biais sur les recrutements sur dossier. C'est effrayant maintenant. À l'université, on est en train de recruter des gosses de première. Des gens, parce que c'est comme ça qu'on a des notes, et des cursus de seconde, première, début de terminale. Si vous vous plantez, si vous avez un coup de mou, si vous avez un pépin social ou médical dans ces années-là, vous êtes fichu maintenant en France. Parce que tout se joue dans ces années-là, même à l'université. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser le système autrement que par la compétition entre les établissements? Souvent, on met tout en compétition. On fait des classements des hôpitaux, des classements des universités. Enfin, je veux dire, mais pour produire une élite, il faut mettre de la compétition. Il faut le mais reconnaître. là, ça devient complètement fou. Moi, ne croyez pas. J'ai des gamins qui sont en primaire. Les copines maman d'école, elles sont en train de réfléchir à la stratégie scolaire pour que leurs gamins qui ont 6 ans fassent des grandes écoles plus tard. Non, mais vous vous dites, mais l'université, c'est sur dossier pour l'instant. La compétition, ça devient. Mais ça devient très violent aussi. Et je suis pour que s'ouvrent des filières de recrutement qui ne soient ni le concours, ni le recrutement sur dossier, voire réhabiliter certaines formes de tests et de concours. Parce que comment vous voulez évaluer des dossiers de gens qui ont eu des trous dans leur vie? Il faut bien leur faire des tests. Donc je pense qu'il faudra aussi modérer le discours anti-concours c'est presque pire sur dossier. Et se pencher sur la question de savoir pourquoi il y a un tel pourcentage d'échecs à la fin de la première année. Bien sûr, mais là... Ce qui est quand même un phénomène massif dans les universités. Mais si vous mettez 2 fois plus d'argent sur un étudiant que sur un autre, par définition, il y en a un qui va mieux réussir que l'autre. Dans tous les cas, il y avait une affirmation, on va voir ce que vous en avez pensé. Elle était signée Caroline Dehaze, supprimons les grandes écoles. Verdict, s'il vous plaît. Convaincu ou pas, Rafik Smati? Franchement, j'aurais voulu voter oui parce que je trouve que c'est un bon sujet et son raisonnement est juste. Mais sur la conclusion qui consiste à dire il faut supprimer les grandes écoles, je ne suis pas d'accord. Donc je suis obligé, je suis désolé Caroline, de voter non. Dur. Alain Duhamel. Bon, moi je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne ce qui a été dit sur la mixité sociale, parce que c'est une évidence et c'est un énorme problème. Là, en ce qui concerne la suppression des grandes écoles, je ne suis pas pour la suppression des grandes écoles. Je suis en revanche pour que les universités disposent de moyens comparables aux grandes écoles, ce qui est tout à fait autre chose. Géraldine Mühlmann. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je suis entièrement d'accord avec Alain Duhamel sur ces 2 points. Et pas convaincu donc. Et très angoissé par les questions de manque de mixité sociale. Mais la solution que vous proposez est trop rapide, Caroline Dehaze. Je rappelle d'ailleurs que les grandes écoles se sont beaucoup rapprochées déjà des universités. Donc vous proposez de les intégrer d'une certaine manière, c'est ce qu'on a fait. Et ça ne marche pas non plus. Et donc je crois qu'il faut effectivement une position globale, une réflexion globale sur ces problèmes. Mais la suppression des grandes écoles n'est pas la solution. Et ça n'enlève rien à l'alerte que vous lancez ce soir. Lanceuse d'alerte, Caroline, mais elle a l'habitude de toutes les manières. Tous les soirs, qui va vous convaincre? 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes pour convaincre, et des moments, des échanges, des débats, comme ce soir on a eu à propos de Donald Trump, entre Caroline Dehaze et Rafik Smati, pour qui il y avait du bon et à garder chez Donald Trump. Je ne veux pas faire l'éloge de Donald Trump. Fin de mandat calamiteuse, sortie de l'accord de Paris, un personnage assez rustre et malotru. Et il y aurait beaucoup à dire sur sa politique. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que tout n'est pas forcément noir dans son bilan. Donald Trump qui n'a pas engagé son pays dans une seule guerre, les États-Unis qui ont réussi à faire parler un certain nombre de pays arabes avec Israël, c'est un miracle. Donc on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais tout n'est pas à jeter. Là, vous essayez de séparer Trump de Trump, ça va pas être possible en fait. Moi, ça me gêne. Il y a plein d'hommes politiques dans le monde dont on dirait pas, ils ont fait des trucs horribles, mais bon, ils ont eu un bon bilan économique. Je pense qu'on peut pas le dire de certains hommes politiques du passé, on peut pas le dire de Donald Trump non plus. Et on vous donne rendez-vous tous les 4 la semaine prochaine. On se retrouve demain à 19h avec le 120% News qui va vous convaincre à 20h. Dans un instant, des zooms, cap sur les États-Unis avec Aurélie Casse, les États-Unis avec la transition entre Donald Trump et Joe Biden et surtout un pays toujours frappé de plein fouet par la crise Covid. Bonne soirée, tout de suite la météo préparée, présentée par Marquet.